Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau vlog, reading vlog. Je vous en ai parlé dans ma vidéo objectif bilan, je crois, et peut-être dans ma vidéo balle des cartes du mois de janvier. Je vais essayer cette année, je vous promets pas de réussir, c'est un test. Cette première vidéo est un test. Je vais essayer de vous faire des vlogs sur des séries complètes, des séries que j'ai en intégralité dans ma pile à lire et que j'aimerais tenter de lire dans leur intégralité, dans une seule vidéo. Cette vidéo qui va s'étaler du coup sur plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, je ne sais pas. Donc vous le verrez pas à la fin normalement parce que je vais essayer de raccourcir ça au maximum. Mais on se retrouve aujourd'hui donc pour un vlog thématique. Alors, sans plus tarder, passons à mes lectures. Je suis actuellement en train de lire Witches Steeped in Gold de Shannon Smart, qui va sortir bientôt aux éditions de Saxus en français, mais pour l'instant je n'ai que la version Fairyloot en langue originale, donc en anglais. Je le couple avec la version audio, malgré ça c'est assez long à lire. Je suis en vitesse 1.5 sur Audible, mais je trouve que c'est assez long et c'est pas que j'ai pas forcément envie d'y retourner parce que pour l'instant ça m'intéresse vraiment beaucoup ce qui se déroule dans cette histoire, mais j'ai envie d'aller un peu plus vite et d'avancer et d'avoir l'impression d'avancer dans ma lecture parce que là ça fait déjà 2 jours, 3 jours, c'est le 3e jour, 4e aujourd'hui que je suis dessus et j'ai lu 30 pages les 3 premiers jours. 30 pages par jour. Donc 30 pages il y a 3 jours, 30 pages il y a 2 jours, 30 pages hier, et aujourd'hui je ne l'ai pas encore touché. Et il est 15h43. Donc je vais le laisser de côté pour l'instant. Je le reprendrai peut-être le soir. On verra. En tout cas, comme vous avez pu le constater dans la miniature et dans le titre de ce vlog, je m'attaque aux Lames du Cardinal de Pierre Pével. Le tome 1 est dans ma palle des cartes du mois de janvier. Je ne sais plus pour quelle raison. Il est magnifique. Hop. À l'arrière, c'est la même chose. C'est une version reliée avec des dorures, simili-cuir et il est dédicacé par l'auteur. J'ai même une petite carte avec son réseau, puisqu'il n'y a que son réseau Facebook, que je vous mettrai du coup dans la barre d'infos. Donc, on est sur une trilogie, et je crois qu'il y a aussi une nouvelle bonus, c'est ça. Cette édition, c'est l'édition du 10e anniversaire Brajon, tout simplement. J'ai un signé en tissu, donc ça va être très pratique, parce que du coup, je vais même pas avoir besoin de choisir un marque-page, parce que ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, mais je galère à choisir des marque-pages pour mes lectures. Je demande souvent à mon chéri de le faire d'ailleurs, ce qui est complètement ridicule, puisque l'important c'est pas le marque-page, mais le contenu du bouquin, mais c'est comme ça. Bref, on est ici sur une fantaisie historique qui se base sur les mousquetaires de Richelieu, il me semble. J'espère que je ne dis pas de bêtises, parce que depuis le début, je la décris comme étant ça. Après vérification, il s'agit effectivement bien d'un récit de fantaisie historique, d'un roman de cap et d'épée, avec des dragons, et les Lames du Cardinal sont vraisemblablement les mousquetaires de Richelieu, mousquetaires du roi, mais l'ordre, si je ne m'abuse, a été mis en place par Richelieu à la base. Voilà, donc j'ai très très hâte de me plonger dans cette histoire. C'est pas écrit hyper gros, mais j'ai la version audio. Et grâce à la version audio, je peux lire 2 fois plus vite. Est-ce que c'est une illustration que je viens de voir passer? Ouh. Absolument. Donc, par contre, un peu beaucoup bavé l'encre là, quand même. Je sais pas si vous avez vu sur la page. Hein. Bon, c'est pas très grave. Ça lui donne un certain charme vieillot, on va dire. Donc, objectif, commencer les Lames du Cardinal aujourd'hui. Il est 4h moins le quart, moins 10. Donc je vais essayer de lire, je vais peut-être lire jusqu'à ce que mon chéri rentre du boulot. Et après j'aurai d'autres choses à faire et je pense que je me remettrai à Witches Steeped in Gold ce soir avant d'aller dormir. Mais je vous reprendrai d'ici la
fin d'après-midi, début de soirée, pour vous dire ce que je pense du début et vous dire un petit peu plus, vous raconter un petit peu plus de quoi ça parle peut-être. Je devrais avoir réussi à faire une percée suffisamment intéressante pour vous en dire un peu plus. Donc on est parti avec la lecture dans un premier temps du tome 1. Objectif, lire l'intégralité de la trilogie dans ce vlog. Donc je vais essayer de ne pas vous spoiler l'histoire. Je vais vous donner quelques éléments, mais à partir du tome 2, ça va être compliqué de vous donner des avis sans vous spoiler. Donc je vais le faire, mais ça risque d'être limite en termes de contenu. On va fonctionner comme ça pour ce premier vlog. Et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous préférez avoir un vlog avec un peu plus de spoilers, quitte à ce que je les annonce en mettant à l'écran par ici, par là. Spoiler. Et vous savez que quand ce petit truc apparaît, il faut couper le son jusqu'à ce que le truc ait disparu pour pouvoir continuer à écouter ce que j'ai à dire. On verra ça à la fin de cette vidéo et je ne sais pas quand cette vidéo se terminera pour moi. Pour vous, j'espère dans pas longtemps, ce qui m'étonnerait parce que j'ai quand même 3 bouquins dont je voudrais vous parler. Bref, je blablate et on perd du temps. On est parti tout de suite avec le tome 1 des Lames du Cardinal de Pierre Pével. Soyez même assuré que je n'hésiterai pas. Petite pause impromptue. J'ai été interrompue dans ma lecture du chapitre 1 par le livreur qui vient de déposer un colis. Je sais ce qu'il y a dedans, puisque c'est une commande que j'ai faite moi-même. Mais je me dis que tant qu'on est là, autant vous le montrer puisque je ne vous fais plus vraiment de book haul. C'est les 2 sorties du jour des éditions de Saxus, qui sont sorties hier d'ailleurs, pas aujourd'hui. Alors, on a As de pique de Farida Abikeimide. Je vais l'ouvrir pour que vous ne soyez pas éblouis par le plastique. Comment jouer au jeu si les cartes sont truquées? C'est un roman accessible à partir de 16 ans. J'aime énormément quand de Saxus, ils font ça depuis quelques temps maintenant. Ils notent l'âge à l'arrière. Il est en relief, la couverture est en relief, magnifique. Lorsque 2 étudiants de l'académie Niveus, Devon et Chiamaka, sont sélectionnés pour faire partie des préfets de terminale, il semble que leur année débute de manière incroyable. Non seulement cela aura fait fière allure sur leur candidature universitaire, mais ils se retrouvent ainsi en lice pour devenir major de promo. Cependant, peu de temps après l'annonce, quelqu'un qui se fait appeler As commence à faire circuler des messages pour révéler des secrets sur les 2 préfets. Des rumeurs troublantes qui bouleversent leur vie et menacent tout ce qu'ils avaient soigneusement planifié. Je ne vais pas aller plus loin dans le résumé. C'est donc un contemporain, Dark Academia, mais peut-être sans magie du coup. Avertissement de contenu, alcool, accident de voiture, crise d'angoisse, drogue, harcèlement, homophobie, humiliation, incarcération, infidélité, meurtre, mort d'un proche, outing, racisme, relations toxiques, sang, sexisme, suicide, violence, violence par arme à feu, violence sexuelle, vomissement. Waouh, ça en fait des trigger warnings et en plus ils sont rangés dans l'ordre alphabétique.
Bel effort, très très bel effort. Petite dédicace, j'adore lire les dédicaces. Pour tous les gamins noirs qui se noient dans le gouffre et tentent désespérément de remonter à la surface, ce livre vous est dédié. Et pour ma mère qui a cru en moi la première et à qui je dois mon amour des fables. On a un sommaire. Citation de Gossip Girl et Get Out. Je n'ai jamais vu Gossip Girl, je sais que c'est une série teen. Et Get Out, c'est un film d'horreur, non? Un film de suspense avec un personnage principal noir qui est enfermé dans un village. Quelque chose comme ça. Une note de l'autrice avant et on a un emploi du temps. Première partie. Et les en-têtes de chapitre. On va avoir une alternance de points de vue du coup. Voilà, donc ça a l'air assez intriguant et vraisemblablement pas mal de suspense. À mon avis, récit dur, vu tous les trigger warnings auxquels on a, qui ont été mentionnés. Et le deuxième, c'est Le livre de la nuit de Holly Black, autrice de la série Le Peuple de l'air, Prince Cruel et autres tomes. Donc là, pour le coup, on est sur un récit, il me semble, de fantasy adulte. C'est le premier roman adulte de l'autrice, puisque jusqu'à présent, elle avait écrit que du young adulte. Même votre ombre peut être volée. Charlie Hall est une escroc de bas étage. Elle n'a jamais trouvé une serrure qu'elle ne pouvait crocheter, un livre qu'elle ne pouvait voler ou une mauvaise décision à ne pas prendre. Elle a passé la moitié de sa vie à travailler pour les crépusculiens, des magiciens qui manipulent les ombres afin d'espionner ou même tuer des gens. Les crépusculiens gardent leurs secrets avec avidité et pour faire fructifier leur réseau clandestin, ils ont besoin de Charlie. Je ne vais pas en lire plus. On a une... Waouh! On a une jaquette. Il était une fois un garçon né avec une ombre affamée. Magnifique. La petite trombine de l'autrice et le hardback qui est illustré avec du foil argenté. Foil moyennement bien collé. Vous n'allez pas forcément voir, mais là il y a une bulle. Hop. L'univers appartient aux curieux. Liber Noctem. De nouveau la colle là, c'est moyen. Avertissement de contenu, abus sur mineurs, alcool, automutilation, drogue, empoisonnement, inceste, langage grossier, sang, tentative de meurtre, violence par arme à feu. De nouveau, on a un sommaire. À tous ceux qui n'ont jamais passé le réveillon du Nouvel An chez moi. Ok. Private joke apparemment. On a un extrait du roman, de la nouvelle, je ne sais pas, Mon ombre de Robert Louis Stevenson, le prologue. Ouh, j'adore les en-têtes de chapitre. Et elles sont toutes comme ça. Voilà. Je crois que c'est un one-shot. Mais j'ai un doute maintenant. Mais il me semble. C'est son premier roman adulte. Mais c'est pas précisé si ce sera une série, ce dont je doute. En tout cas, adulte et celui-ci... young adulte, grands ados, 16 ans, en général 16. Pour moi, à partir de 16 ans, c'est young adulte déjà, donc young adulte et adulte. Et je vais retourner du coup à ma lecture de mes dragons. Trop choupi, le bébé dragon. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous dire, hein. Je suis pas sûre de ce qui se passe exactement. J'ai rencontré Richelieu, c'est vraisemblablement le personnage principal de cette histoire, en tout cas. C'est son point de vue qu'on aborde, qu'on adopte dans le premier chapitre. Voilà. Et Richelieu a un bébé dragon trop mignon qui s'appelle Petit Ami. Comme dans Narnia. Donc je trouve ça adorable. Je retourne à ma lecture. Il est 21h29.
21h30. Bon, j'ai fait d'autres trucs entre temps, hein, c'est la raison pour laquelle je vous reprends que maintenant, mais j'ai réussi à atteindre la page 135 dans mon intégrale. Je suis à la moitié du tome 1, qui fait dans ma version 270 pages. 135 pages, c'est la moitié de 270. Donc je suis pile poil à la moitié, je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus, mais je vais pas pouvoir vous dire grand chose finalement, parce que même s'il s'est passé plein de petites choses dans cette première et début de deuxième partie, parce que je crois que le tome 1 est découpé en 3 parties, il me semble, et ben en fait on n'a pas beaucoup avancé. Il me semble que les événements sur ces 135 pages se déroulent dans l'espace de seulement quelques jours, et je dirais moins d'une semaine. On a donc le cardinal de Richelieu, et contrairement à ce que je vous dis depuis le début, on n'est pas sur l'histoire des mousquetaires du cardinal, puisqu'en fait, shame on me, les mousquetaires sont les mousquetaires du roi, et pas du cardinal, et les soldats, les lames du cardinal, sont une faction de soldats recrutés par Richelieu, et qui... Donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, et enfin, j'en suis sûre, je l'ai bien compris, hein, c'est très clair, il n'y a rien de très compliqué. Cette faction a été dissoute il y a 5 ans, au début du récit. On est en 1600... J'ai une date précise à vous donner. On est en 1633. Donc il y a 5 ans, en 1628, les lames du cardinal ont été dissoutes. Les membres de cet ordre se sont dispersés, ont vécu leur vie chacun de leur côté pendant 5 ans. Et au début de ce récit, Richelieu convoque l'ancien capitaine des lames du cardinal et lui demande de recruter de nouveau, d'aller récupérer ces soldats qui se sont un peu éparpillés, d'éventuellement en recruter de nouveau dans l'attente d'une mission. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, pour quelles raisons les lames du cardinal ont été dissoutes à l'époque, même si on sait que c'est un lien avec le siège de La Rochelle. Historiquement parlant, je vois à peu près à quoi ça correspond. C'est pas très, très détaillé dans l'ouvrage, donc je vais peut-être faire quelques recherches pour me remémorer le truc. En gros, à l'heure actuelle, l'Espagne et l'Angleterre sont les ennemis de la France et en gros, historiquement, voilà, il n'y a pas besoin forcément d'en savoir plus pour comprendre ce qui se passe. On a une multitude de personnages différents qu'on va suivre. Donc on va avoir Richelieu qui au final est assez peu présent pour l'instant, et on va avoir le capitaine de la garde qui va tenter de retrouver ces anciens soldats. Et on va suivre une multitude de personnages qui constituent ces lames du cardinal, donc ces anciens soldats qui vont être rappelés et qui vont, pour certains, tous je ne sais pas encore, mais pour certains, se retrouver autour du capitaine. Ça, c'est là où j'en suis à la page 135, donc à la moitié du roman. Ils viennent seulement de commencer à se réunir. La première partie complète et les 6 premiers chapitres, les 8 premiers chapitres même de la deuxième partie, c'est on alterne les chapitres qui sont parfois très très courts, qui sont courts de toute façon, mais qui sont parfois même très très courts, et on suit chacun de ces soldats. On suit même d'autres personnages qui font partie du clan adverse, et je vous ai absolument pas parlé de dragons. On a effectivement des dragons dans cette histoire qui pour l'instant sont plutôt absents. On a des messagers de la cour qui se déplacent à dos de dragon pour remettre des missives royales. Mais au-delà de ça, on a les dragons, il y a plusieurs centaines d'années, peut-être même plus que ça. On est dans un monde où les dragons existent, la question ne se pose pas, les gens le savent, mais les dragons se sont adaptés à l'humanité et revêtent désormais une enveloppe humaine. On les reconnaît uniquement à leurs pupilles qui sont reptiliennes. Et il existe aussi des sans-mêlés, donc des gens qui sont issus de l'union d'un dragon et d'une femme. J'en suis là dans mon histoire, j'adore. Je suis happée, je n'ai pas envie de le reposer, mais je vais quand même me reposer pour me replonger dans Witches Steeped in Gold, parce que sinon j'avancerai jamais non plus dans ce récit, mais je suis super contente. Le texte est bien écrit, c'est Pierre Pével, donc je connais déjà son écriture parce que j'ai lu le tome 1 du Paris des Merveilles que j'ai énormément aimé.
On est sur une réécriture avec une inclusion de fantaisie, mais d'un événement historique, enfin en tout cas d'une période historique avec un grand H, donc qui a réellement existé. Je suis contente parce que même si au final on ne suit pas vraiment les mousquetaires du roi, on a quand même mention de l'un d'entre eux. Et en plus, c'est mon chouchou. Donc je suis très 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 contente. Tardivement, on a son incursion. Mais voilà, j'espère qu'on va le recroiser et qu'on en croisera d'autres, éventuellement. C'est trop bien. Je me suis attachée au personnage à une vitesse phénoménale. Et on est à une époque où l'épée était dégainée très facilement, très rapidement, et où nos personnages courent un danger de tous les instants, quasiment. Donc là, le messager de Richelieu vient d'annoncer leur mission au capitaine des Lames du Cardinal. Donc, mission qui m'a énormément étonnée, et je crois qu'eux-mêmes sont très étonnés. Donc j'ai hâte de voir en quoi consiste plus précisément cette mission, parce que pour l'instant, l'objectif, enfin, l'idée générale derrière cette mission, me paraît pas claire, mais c'est pas un problème de l'auteur, hein, c'est l'auteur qui a voulu que ce soit pas clair, évidemment. J'ai du mal à envisager la raison pour laquelle Richelieu leur demande de faire ça. Donc, on va voir. Pour l'instant, je n'en sais pas plus, mais c'est... Ouais, c'est... Et alors, c'est drôle. Ah, on a des passages absolument grotesques, mais grotesques dans le sens... un peu paillard. Mais pas paillard, ouais si quand même. Un peu paillard, un peu beaucoup paillard. Ce sont des soldats, ça se passe en 1633. J'ai déjà vu des films, j'ai déjà lu des livres qui se déroulaient à cette époque, donc j'ai l'impression que c'est un peu l'ambiance générale des compagnies de soldats de l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui c'est encore le cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est très bon enfant, c'est vulgaire, c'est pas hyper engagé au niveau du féminisme, même si l'auteur, pour l'instant, et je ne pense pas qu'il le fera parce que vu la façon dont il est parti dans son récit, ça m'étonnerait, l'auteur comment Ah mince. À aucun moment, l'auteur fait sentir au lecteur qu'il ne respecte pas les femmes. On a certains personnages qui font des réflexions concernant une femme en particulier, mais clairement, les personnages, les circonstances, l'époque, la femme en question, rien à voir avec l'avis de l'auteur directement. J'espère pas. Mais en tout cas, c'est pas du tout ressenti comme ça. Et découle d'ailleurs de cette situation un truc absolument hilarant. Voilà, enfin bref, c'est chouette. Alors j'ai mis quelques petites tapes, je sais pas si vous les verrez bien. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup pour l'instant, j'en ai mis 4. Mais j'ai très très hâte. Voilà, donc celui-là. Et j'ai vraiment très très hâte de le reprendre. J'essaierai de le reprendre demain. Si j'arrive à le finir demain, ce serait bien, mais ça m'étonnerait. Ça va être un petit peu plus long que ça. J'ai réussi à lire pas mal aujourd'hui parce que le jeudi après-midi, je bosse pas, comme vous le savez, donc c'était un peu plus facile pour moi de lire beaucoup. Mais je ne sais pas quand j'arriverai à me remettre à cette lecture. Alors, je couple avec la version audio, c'est peut-être aussi ça qui me permet d'aller aussi vite. La version audio est sympa. J'aime bien le narrateur, mais je pense qu'il ne lit pas la même version du texte que celle de cette édition, parce que j'ai parfois quelques mots qui sautent, des adjectifs, ou bien quelques noms qui ont changé entre-temps. Le nom d'un personnage qui s'est légèrement transformé. Et une date qui a complètement été rectifiée. Alors est-ce que c'était une erreur qui a été repérée par l'auteur lui-même et il en a profité pour changer la date, je ne sais pas. Voilà, et je trouve que les personnages sont tous bien identifiés au niveau des voix que le narrateur de la version audio fait,
que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, chaque personnage est assez identifiable, et un notamment dont j'adore la voix, enfin deux dont j'adore la voix. Un, parce que c'est une voix grave et rocailleuse et je suis sous le charme, et l'autre parce que c'est un personnage qui me semble à un accent légèrement espagnol et qui du coup roule les R et j'adore. Je trouve ça vraiment, comment dire, c'est pas amusant mais je sais pas que voilà, c'est pas séduisant mais c'est agréable à l'oreille, on va dire ça comme ça. Je suis pas sûre que ce soit vraiment ça que je voulais dire, mais voilà, c'est j'apprécie quand c'est ce personnage qui parle, c'est mélodieux. C'était ça le mot que je cherchais. Wouh, ben non, c'était loin. Du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui là-dessus. Je ne sais pas quand je reprendrai ce vlog. Je vous le dirai de toute façon. Et puis, oh, ouais, j'ai trop hâte. C'est trop bien. Vraiment, je suis fan. J'espère juste qu'on va voir un petit peu plus des dragons. Parce que pour l'instant, on en a un peu vu beaucoup. On verra. On est dimanche, le 29 janvier 2023. Il est 17h41. Et je viens de terminer le tome 1 des Lames du Cardinal de Pierre Pével. Quoi? Je suis choquée. C'était fantastique. À mon avis, c'est un 5 sur 5, parce que j'ai pas grand chose à redire sur cette histoire. Le petit point négatif que j'ai relevé, c'est que l'auteur s'est répété à plusieurs reprises dans son texte, dans certaines des descriptions qu'il fait ou dans certains raisonnements de ses personnages. Par exemple, on termine un chapitre avec l'idée... Enfin, on termine un chapitre du point de vue d'un personnage avec une certaine idée. Et donc dans ce chapitre, il y a deux personnages, le personnage qu'on suit plus un autre qui est intégré à l'histoire. Et le chapitre suivant, c'est le point de vue du second personnage. Et en fait, on répète ce qui vient de se passer. Il y a la description physique d'un personnage qui est répétée aussi à un autre moment. Et encore un autre truc, je crois. Voilà, donc un petit peu de répétition, mais à part ça, au niveau du style, c'est fantastique. J'aime énormément. Faites attention si vous écoutez la version audio, vous risquez de vous faire spoiler, ce qui a été mon cas. Il y a l'identité d'un personnage qui est... Alors, le spoiler est très léger puisque... Il y a l'identité d'un personnage qu'on essaie de deviner qui est, à mon avis, logique, en fait. C'est pas très compliqué de deviner quel est ce personnage. Donc je savais déjà qui c'était... Enfin, j'avais déjà mon idée de qui c'était avant d'arriver au chapitre où l'identité de ce personnage est révélée, mais... le chapitre au cours duquel l'identité de ce personnage est révélée, ça va être un peu flou, parce que je veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais j'essaie de vous expliquer en fait. J'avais donc la version physique et j'écoutais la version audio en même temps. On a un narrateur seul, mais qui fait des voix différentes pour tous les personnages. Et heureusement, ce chapitre est très court, mais au début du chapitre, on a un dialogue entre deux personnages, dont celui dont l'identité est masquée. Et on ne découvre son nom qu'à la fin du chapitre. Mais comme le narrateur fait des voix différentes, et ben quand j'ai entendu la voix du personnage masqué, entre guillemets, ben j'ai tout de suite su de qui il s'agissait. Et mon soupçon était fondé. J'avais déjà deviné quelle était cette personne. Donc, je sais pas... Alors, où je m'étais arrêtée. je vais y arriver, hein. Je m'étais arrêtée sur ça y est, les lames sont réunies et ils partent en mission. On ne sait pas encore trop quelle mission c'est. Enfin, si on sait, mais pas dans les détails. Donc évidemment, j'ai fini le tome 1. Leur mission s'achève, entre guillemets, d'une façon certaine. Voilà, sans vous dire s'ils ont réussi ou échoué dans leur mission. Je vais pas non plus vous dire s'ils s'en sortent tous. Mais... je les apprécie énormément. Alors il y en a que j'apprécie plus que d'autres, mais je me suis attachée
à une vitesse à ces personnages, c'est impressionnant. Les descriptions de l'auteur sont précises, presque scientifiques, mais pas barbantes. C'est vraiment hyper intéressant. On évolue dans la capitale avec les lames. Et c'est absolument extraordinaire. On a plusieurs révélations, certaines donc, auxquelles je m'attendais, mais d'autres pas du tout. Il y en a même une où je me suis dit, mais comment j'ai pu ne pas me rendre compte? Parce que c'était tellement évident en fait, mais j'étais tellement absorbée par l'histoire que j'ai même pas cherché plus que ça à deviner. À part pour l'identité de ce personnage, parce que assez tôt dans le récit en fait, enfin assez tôt, non pas forcément assez tôt, dans la deuxième partie, dans la deuxième moitié, pas dans la deuxième partie parce que le tome 1 est divisé en 4 parties, mais dans la deuxième moitié du tome 1, voilà, ce twist apparaît et ça c'était assez facile à deviner, donc j'ai même pas forcément eu besoin de beaucoup réfléchir. Ça n'a pas occupé mon esprit plus que ça en fait. Et c'est ça qui a fait que je me suis retrouvée avec des révélations parfois. Je me suis dit waouh, ah oui, effectivement, c'était bien vu, je n'y avais pas pensé. Parce que le récit m'avait tellement happé que je faisais pas gaffe. Enfin. Bref, vous avez compris quoi. J'étais suffisamment happée dans l'histoire pour ne pas m'interroger plus que ça. Je me laissais porter, tout simplement. Sans avoir à réfléchir spécifiquement à qui, que, quoi, dont, où. Bref. J'ai adoré, c'était incroyable. Vous aurez ma notation, vous avez déjà eu ma notation normalement dans mon update lecture du mois de janvier, mais je vous la remettrai par ici. Je suis presque sûre que ça va être un 5 sur 5 parce que j'ai très peu de points négatifs à part cette répétition. Je vais voir si dans le tome 2 et dans le tome 3 l'auteur a rectifié ces répétitions ou non. Je sais pas, il me semble que je vous l'ai déjà dit un petit peu plus tôt dans ce vlog que la version audio différait légèrement de la version papier de cette édition en tout cas, mais la version audio est vraiment excellente et j'aime énormément ce narrateur et la voix de ce narrateur. Donc j'ai hâte de continuer l'histoire parce que, comme vous avez pu le constater à mon arrivée sur cette portion de la vidéo, je suis choquée. Outre les diverses révélations qui ponctuent le récit, on termine par une annonce apocalyptique, un cliffhanger de malade et auquel je ne m'attendais pas. Mais alors, je crois que si on m'avait demandé d'émettre des hypothèses abracadabrantes concernant la suite de ce récit, je ne serais jamais venue, je n'aurais jamais pu penser à cette idée. Tellement ça me paraît complètement improbable. Mais pas illogique. Quand on y pense, bah voilà, c'est pourquoi pas. Mais alors, ça me serait jamais venu à l'esprit. Donc j'ai très hâte de lire la suite, ce que je pense faire incessamment sous peu. Mais je vais essayer de me repencher d'abord dans Witches Steeped in Gold parce que j'aimerais bien le finir avant la fin du mois et comme on est déjà le 29, il me reste encore un petit peu aujourd'hui et puis lundi et mardi pour le finir. Et il me reste encore The Coldest Touch que je n'ai pas commencé. C'était ma lecture bonus donc c'est pas très grave si je la lis pas, mais je crois qu'il est assez court donc si je pouvais faire ça ce serait chouette. Et je sais que les Lames du Cardinal ça va vite parce que j'ai la version audio et parce que les tomes ne font pas beaucoup plus de 300 pages chacun. Et comme je couple avec la version audio, je sais que ça va très vite. Je passe un moment absolument incroyable pour l'instant avec cette série. En tout cas, ce premier tome a fleuré le coup de cœur. Et voilà, je suis contente du coup que ce premier vlog de série complète parte dans cette direction. J'espère que les tomes 2, 3 et la nouvelle ne me laisseront pas tomber. Et voilà, donc je vous retrouve pour ma part, je ne sais pas quand, peut-être demain, pour lire... Je pourrais peut-être commencer le tome 2, si je réussis demain, parce que je travaille pas le lundi comme vous le savez. Donc demain, je vais essayer de me concentrer au maximum sur Witches Steeped in Gold, et si je parviens à le terminer, ce dont je doute. Mais j'aimerais bien avancer vraiment beaucoup dans celui-là. Peut-être que je pourrais lire au moins la moitié du tome 2. Et je vous retrouverai à ce moment-là. Le tome 2 s'appelle...
L'alchimiste des ombres. Ce qui me laisse dubitative. À aucun moment dans le tome 1, il est question d'alchimie ou d'ombre, si je ne m'abuse. Donc, hâte de voir ce dont il retourne. Je suis contente, vraiment très très contente. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai hâte. Donc je vous retrouve bientôt pour moi et tout de suite en fait pour vous. Je vous retrouve, je crois, quelques jours plus tard. 2 jours plus tard. Ça n'a pas d'importance. Pour vous dire que j'ai fini le tome 2. Je vous ai pas du tout parlé pendant ma lecture du tome 2, qui s'est déroulé extrêmement vite, pour tout vous dire. Alors, j'ai adoré. J'ai adoré, c'était fantastique. J'ai quelques petits points en plus à relever par rapport au tome 1, notamment j'ai mis un petit point en plus par rapport à l'atmosphère parce que j'ai plus autant l'attrait de la nouveauté en fait. Je suis toujours autant intéressée et je trouve qu'elle est toujours aussi formidable, mais il y a le petit côté découverte qui, du coup, forcément, n'est plus présent. Quoi d'autre encore? Finalement, pas. J'ai été un peu moins intriguée par l'histoire au premier plan de ce tome 2 par rapport à celle du tome 1. Parce qu'on a toujours une menace qui existe depuis le tome 1, qui est présente également dans le tome 2, mais l'auteur réussit à apporter la nouveauté d'une intrigue secondaire qui en fait prend la place principale dans le tome 2, ce que j'ai beaucoup aimé, mais l'histoire en elle-même m'a un petit peu moins plu. J'adore toujours autant les personnages, ils sont phénoménaux, incroyables. Je me suis attachée à chacun d'entre eux. Les lames du cardinal sont 5, si je ne m'abuse. On a Leprat, Saint-Luc, Marcillac, Almadès, Ballardieu et Agnès. Donc il y a 5 hommes, une femme et le capitaine Lafargue. Donc ils sont 7 au total. 7, le chiffre porte-bonheur. Voilà, ils sont tous phénoménaux. Je suis contente, et oui, alors je peux pas trop vous le dire parce que ça risque de vous spoiler un élément du tome 1, mais en fait ils sont 8. Enfin 7 et demi. 7 et demi, et je viens de commencer le tome 3, et du coup ils sont 8 au début du tome 3. Bref. Et je me suis attachée vraiment à chacun d'entre eux, et je croise tous les doigts pour qu'il ne leur arrive rien. Et je sais que s'il leur arrive quelque chose, s'il arrive quoi que ce soit à n'importe lequel d'entre eux, je sens que je vais pleurer. Donc, voilà. J'ai commencé le tome 3. J'ai pas envie de vous spoiler, donc je peux rien vous dire, mais ça pique. Ça pique, ça pique. Dans le tome 2, on évolue toujours avec voilà, les mêmes personnages. On a toujours autant d'actions. Les dragons sont présents, je dirais, de manière à peu près équivalente. J'ai adoré. C'était incroyable. On a de nouveau une fin à couper le souffle avec un cliffhanger incroyable. Et le cliffhanger du tome 1 n'a toujours pas été résolu. On en voit un petit peu plus dans le tome 2, mais on ne sait toujours pas vraiment ce qui se passe. Donc j'ai hâte de m'y replonger. Je vais commencer un autre bouquin là, parce qu'il faut quand même que j'avance aussi dans ma pile à lire de février. On est le 4 déjà. Et j'ai pas envie de prendre trop de retard parce que j'ai quand même des gros pavés. Et puis je suis censée lire aussi les larmes rouges. Donc voilà, il faut vraiment que je m'y mette. Mais c'est trop bien. Le style de l'auteur est toujours incroyable. J'ai remarqué que la façon dont il écrivait, c'est vraiment beau. Là, sa plume est géniale. C'est bourré d'humour d'ailleurs à un moment donné. J'ai la version audio et je rigolais. J'ai rigolé comme une baleine toute seule dans mon bureau parce que je l'écoute en bossant. J'écoutais la version audio en bossant quand je suis toute seule, je peux me permettre de le faire. Et oh, aïe 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 aïe, j'arrivais plus à m'arrêter de rigoler. Bref,
On passe par un milliard de sentiments et c'est assez dingue. Et le tome 3 est le dernier, c'est la conclusion de cette aventure. Il y a une nouvelle également dans cette intégrale, donc je lirai la nouvelle aussi après avoir lu le tome 3. J'ai pas envie de me spoiler, bien entendu. La nouvelle fait à peu près 40 pages, et vu le titre, je pense savoir à quel personnage on va s'attacher, mais je suis curieuse de voir ce qu'il en est, et en tout cas là, je veux absolument m'y remettre. Mais comme dit, je veux d'abord avancer dans ma lecture, dans mes lectures de février, parce que le vlog pour cette intégrale, vous l'aurez la semaine prochaine. Donc j'ai encore un petit peu de temps pour lire le tome 3. Donc il faut au moins que j'avance dans mes autres lectures. Je vais m'arrêter là parce que je blablate comme d'habitude pour rien. Voilà, c'est incroyable. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. J'en parlais ce matin avec mes collègues au boulot. Il est toujours plus difficile de parler d'un livre qu'on a adoré que de parler d'un livre qu'on n'a pas aimé. Et c'est le cas, et du coup je me retrouve un petit peu sans mots. C'est plus compliqué pour moi de vous dire ce que j'ai apprécié dans cette histoire. C'est un tome 2 en plus, donc difficile de vous dire quoi que ce soit sans vous spoiler. Mais sachez que j'ai adoré. J'ai adoré, je lui ai mis une note un petit peu moins haute que pour le tome 1, mais c'est aussi 5 étoiles sur Goodreads. Donc lisez vraiment cette série, et moi j'ai très 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 hâte d'arriver au bout. Donc je vais essayer de m'y replonger le plus vite possible. On est lundi et il me reste 3h04 d'écoute sur le tome 3 des Lames du Cardinal. Je vais me remettre tout de suite à ma lecture. J'ai avancé un petit peu hier dans ce tome 3. J'ai été soulagée par un élément de l'histoire révélé par l'auteur, que j'ai trouvé très 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 cool. Voilà, donc j'en suis là. Il me reste cette partie-là à lire, sachant que là j'ai la fin du tome 3 et j'ai aussi une nouvelle bonus. Là. Voilà, donc en fait il me reste cette partie-là pour terminer le tome 3, plus la nouvelle. Sachant que la nouvelle, je la lirai seulement en version physique parce que je ne crois pas avoir la version audio. Je pense pas qu'elle soit incluse dans le tome 3. Donc je vais me remettre à ma lecture. Dans un premier temps, je vais juste écouter l'audio parce que je vais aussi avancer dans mon journal pour aujourd'hui, mettre à jour mes pages pour noter ce que j'ai lu hier. J'ai terminé mon bouquin hier, je suis trop contente. J'ai fini The Girl Who Fell Beneath the Sea. Et vous verrez mon avis à la fin du mois du coup, mais je l'ai adoré, c'était trop 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 bien. Petit teaser de ce qui vous attend pour mon update lecture du mois de février. Et voilà, je vais donc essayer de le terminer. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui, comme ça je pourrais monter cette vidéo. Il me reste 3 heures, il est 15h, 16, 17, 18h30. Je devrais réussir à le terminer avant que mon mari revienne. Ça me fait toujours bizarre de dire mon mari. Ça fait pas longtemps que je suis mariée. Mon chéri. Bref, c'est mon mari. Ouais, je devrais réussir à le terminer avant qu'il rentre. Si c'est pas le cas, tant pis, je le terminerai quand il sera rentré. Je sais pas trop quoi vous dire de plus pour l'instant. J'apprécie toujours autant ma lecture. Mais, comme je l'ai déjà signalé à plusieurs reprises, beaucoup de répétitions, je trouve. Je sais pas, c'est étrange. C'est vraiment étrange la façon dont l'auteur a construit son récit en ce qui concerne cet élément-là, en fait. Le fait qu'il répète très souvent, je ne vais pas dire constamment, mais très souvent, les mêmes éléments, genre la description d'un personnage, ou bien il fait un rappel de ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Je sais pas. Ça peut être utile en début d'ouvrage, en mode, justement, dans les épisodes précédents, comme ça a été le cas dans Gods of Men, je crois, et dans d'autres, peut-être Nevernight, je ne sais plus. Oui, c'est toujours agréable, appréciable et très très chouette, mais pas en plein milieu du récit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, petit point négatif qui, je pense, va du coup faire baisser un peu la note au niveau du style de l'écriture, en tout cas, même si pour le reste, la forme est vraiment fantastique.
Donc je vais continuer à écouter ceci, tout en faisant cela. Et quand j'aurai fini de m'organiser là-dessus, je pourrai repasser à la version physique couplée avec la version audio. J'espère que ça va pas me briser le cœur, parce que ils sont quand même dans la mouise. Je veux dire, les dragons envahissent Paris. Les dragons, c'est une menace qui plane depuis le tome 1 au-dessus de la France et du Louvre en particulier. Donc on se doute que dans le tome 3, la bataille finale va avoir un lien avec les dragons. C'est le cas, évidemment. Donc c'est un peu la mouise, pour être poli. Et j'ai hâte de voir comment l'auteur va clôturer sa trilogie. Donc c'est parti. Excusez la choucroute, je sors de la douche. Et j'ai fini Les Lames du Cardinal de Pierre Pével. C'était trop bien. C'était incroyable. C'était incroyable. Pas un coup de cœur, parce qu'il y a quelques petits éléments qui m'ont dérangé dans chacun des 3 tomes, mais incroyable. Donc je vous fais le récap très, très rapidement. L'histoire se déroule en 1630 et quelques, à l'époque de Louis XIII et du cardinal Richelieu, qui, 5 ans après le siège de La Rochelle, qui a été un fiasco, et qui a vu les Lames du Cardinal, un ordre de soldats sous les ordres du cardinal Richelieu, être répudié
Et donc 5 ans plus tard, parce qu'ils ont été accusés en fait du foirage du siège de La Rochelle, même s'ils y étaient pour rien, mais pour des raisons politiques, c'est eux qu'on a accusés, et du coup l'ordre a été dissous. Sauf que 5 ans plus tard, Richelieu les rappelle et demande au capitaine Lafargue de reformer les lames du cardinal pour une mission dont je ne vais pas vous dévoiler les tenants et les aboutissants. Sachez juste qu'il y a des dragons qui sont impliqués, qu'il y a un complot contre le trône de France. Et voilà. Et donc on va rencontrer nos fameuses lames du cardinal, donc Lafargue, le capitaine, Agnès, qui est une baronne, la baronne de Vaudreuil, Ballardieu, qui est l'homme qui l'a élevé, qui n'est pas son père, mais qui est l'homme qui l'a élevé, Marcillac, qui est un genre de Don Juan, Leprat, qui était mousquetaire pendant les 5 ans où les lames avaient été dissoutes, Saint-Luc, qui est un sang-mêlé, donc qui est en partie dragon, et Almadès, qui est un maître d'armes d'origine espagnole. Et je crois que j'ai oublié personne. Almadès, Saint-Luc, Leprat, Marcillac, Agnès, Ballardieu et Lafargue. Je crois que j'ai oublié personne. Bref, voilà. Donc c'est une joyeuse bande de joyeuderie, de formidables compères auxquels je me suis attachée presque immédiatement parce que dans la première partie du tome 1, on va les suivre chacun leur tour sans... Alors, on se doute bien que si on les suit, c'est qu'il y a une raison, mais en dehors de leur rôle de lame, et seulement à partir de la deuxième partie du tome 1, la deuxième moitié du tome 1, ils vont être réunis tous ensemble et interagir tous ensemble. Je suis tombée sous le charme de chacun de ces personnages. C'est de... Alors, j'appellerais pas ça de la fantaisie parce qu'on est quand même sur un récit historique qui se base sur des personnages qui ont réellement existé dans l'histoire. Louis XIII, Richelieu, Anne d'Autriche et tous les courtisans et autres personnages historiques de l'histoire avec un grand H de France. Donc je dirais plutôt que c'est du paranormal historique, mais on le classe dans la grande catégorie de fantasy à l'américaine. Et donc, étant donné que c'est un récit de fantasy et qu'il y a des dragons qui sont impliqués, on se doute bien qu'à la fin, au moins dans le 3e tome, puisque c'est une trilogie dont il faut vraiment avoir lu les tomes précédents pour tout comprendre, va y avoir des pertes. Après tout, voilà, c'est de la fantasy, il va forcément y avoir à un moment donné une bataille, et s'il n'y avait pas de pertes, je serais presque déçue. Donc, je vous annonce qu'il y en a. Je ne vais pas vous dire qui disparaît dans ce tome 3. Ça m'a brisé le cœur de voir ces personnages disparaître. Je ne vais pas non plus vous dire s'il y en a un ou plusieurs qui disparaissent. Voilà, j'ai adoré. C'était incroyable. Je trouve que la plume de Pierre Pével est vraiment magnifique, très belle, mais sans être fleurie, hyper poétique. Je trouve qu'il joue vraiment bien avec le rythme en passant de moments très émouvants, tristes, à des moments un peu plus légers, drôles, ou alors bourrés d'aventures où on n'a pas le temps de reprendre son souffle. Le petit reproche que je fais à l'auteur par rapport à son style, en tout cas pour cette trilogie, je n'ai lu que le tome 1 du Paris des Merveilles de l'auteur. C'est le seul autre titre que j'ai lu de lui. Du coup, quand je dirai la suite du Paris des Merveilles, je saurai si c'est redondant chez lui ou pas. Mais j'ai trouvé qu'il y avait énormément de répétitions, mais pas des répétitions en mode c'est pas fait exprès. L'auteur répète un truc parce qu'il n'est pas sûr de l'avoir déjà dit avant. C'est vraiment des répétitions qui sont voulues, comme s'il s'adressait à un lecteur qui n'avait pas lu le début de l'histoire ou les tomes précédents. Et j'ai trouvé ça étrange, pas logique en fait, parce que tu ne peux pas commencer le tome 3 des Lames du Cardinal sans avoir lu le tome 1 et le tome 2. Bien sûr, tu le peux physiquement, c'est faisable, mais ça n'aurait pas de sens en fait. Donc, qu'il y ait un récap, je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt, qu'il y ait un récap au début de l'ouvrage pour nous dire il s'est passé ci, ça et ça dans les tomes 1 et 2, ok. Mais pendant le récit, quand on rencontre tel personnage et que l'auteur nous rappelle, voilà, à la limite ça va. Quand c'est parce qu'il y a d'anciens personnages du tome 1 par exemple qu'on revoit dans le tome 3, à la limite à ce moment-là qu'il nous fasse vite fait un flashback de ce qui s'est passé, bon, ok. Mais quand c'est pour nous décrire les Lames du Cardinal par exemple, pour nous les décrire, pour nous parler de leur passé, on les suit depuis 3 tomes et on ne suit que quasiment. Donc on n'a pas besoin d'un récap, on les connaît par cœur.
j'ai trouvé que ça coupait un peu le récit et ça m'a beaucoup fait lever les yeux au ciel parce que c'est assez souvent que ça arrive. L'autre petite chose qui m'a gênée dans ce tome 3, c'est les scènes de fesses. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui s'outre d'avoir des scènes de fesses dans un récit. Et dans le tome 1, on a un personnage, la vicomtesse de Malicorne, qui est elle-même un personnage un petit peu débridé. Mais on n'a jamais eu avant ce tome-là des scènes de sexe vraiment explicites. Et là, dans ce tome 3, je ne sais pas ce qui lui a pris à l'auteur, mais d'un seul coup, on assiste à au moins une scène très explicite et à une deuxième moins explicite, mais on sait qu'il va se passer quelque chose, quoi. Le reste du temps, dans le reste de la trilogie, on sait, je vous l'ai dit, Marcillac, c'est un peu un don Juan, donc on se doute bien que quand il sort de la chambre d'une jeune fille, ils n'ont pas joué à la belote. Mais là, c'était vraiment très, 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 très détaillé. Et ça m'a un peu gênée, pas parce que c'est une scène de fesses et oh mon dieu, cacher ce sein que je ne saurais voir, non, parce que tout simplement, ça n'était pas logique dans la façon dont l'auteur écrivait son récit jusqu'à présent. Ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Et concrètement, en plus, les scènes de fesses dans ce récit, c'est des interactions entre deux personnages. Ils n'avaient pas forcément besoin de ça pour interagir l'un avec l'autre. Il y avait d'autres motifs qui faisaient que ces personnages se côtoyaient, donc je vois pas l'intérêt. Là, pour moi, c'était vraiment de la fesse pour de la fesse, et c'est pas du tout le but du récit à la base. Si ça avait été un roman érotique, ça m'aurait pas dérangé, mais c'était pas le cas. Donc, ça m'a un petit peu gênée. Et sinon, alors, je regrette aussi un petit peu qu'il y ait certains éléments qui ne sont pas expliqués, notamment à un moment donné dans l'histoire. Je vous spoil pas du tout l'histoire. Mais on apprend à un moment donné que quand elle était enfant, Agnès a disparu quelques jours et à aucun moment on ne sait ce qui s'est passé. Et pourtant, l'événement est rappelé 2 fois par l'auteur. Une fois dans le tome 2, je crois, et une fois dans le tome 3. Balardieu évoque avec elle ce moment où elle a disparu et où il s'est beaucoup inquiété. Et voilà. Et on n'a jamais d'explication sur ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que Agnès n'a elle-même pas de souvenir. Le moment où on a une explication, c'est dans la nouvelle inédite qui a été publiée avec cette intégrale, qui doit, je pense, avoir été publiée par la suite. Et là, on a la réponse. On sait enfin, dans cette nouvelle, qui est une nouvelle qui tourne uniquement autour d'Agnès, on sait enfin ce qui s'est passé dans son passé, justement. Mais si on n'a pas lu la nouvelle, on ne le sait jamais. Et je trouve ça un peu dommage, parce que c'est quand même un élément qui revient à plusieurs reprises dans l'histoire, même si concrètement, si ça a quand même son importance. Un petit peu, je pense. Mais bon, bref. Ça m'a un peu dérangé. Et l'autre chose qui m'a dérangé, toujours par rapport à ce manque de logique ou d'information, c'est que dans le tome 1, là pareil, sans vous spoiler, il se passe quelque chose. On a quelque chose qui se passe par rapport à une des lames. Et on n'a jamais, au cours des tomes 2 et 3, et même de la nouvelle, on n'a jamais les conséquences des actes de cette lame. Et pourtant, sans aller jusqu'à la trahison, c'est quand même un élément qui pose question à un moment donné dans le tome 1. Je vous ai parlé d'un spoiler avec la version audio, qui m'avait spoilé l'identité d'un personnage parce que j'avais reconnu la voix jouée par le narrateur. Je parle du même événement, en l'occurrence. Voilà. Et donc on n'a aucune conséquence pour ce personnage, et d'ailleurs je crois que, à aucun autre moment dans la série, l'événement n'est rementionné. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Mais sinon, je l'ai adoré. Il a reçu que des 10, des 9 et des 8 sur mon tableau dans Copile. 5 étoiles pour les 3 tomes, 5 étoiles pour la trilogie de manière générale. J'ai volontairement pas noté la nouvelle qui s'appelle La Louve de Cendre, parce que voilà, je n'ai pas trouvé qu'elle avait un intérêt vraiment spécifique, si ce n'est parce qu'on a enfin la réponse sur ce qui s'est passé dans l'enfance d'Agnès quand elle a disparu. Mais je voyais pas trop l'intérêt, d'autant qu'on est sur une fin ouverte avec cette nouvelle, et je crois pas que l'auteur ait écrit quoi que ce soit dans l'univers depuis, sauf, si je vous dis des bêtises, il y a Les Lames du Cardinal, l'héritage de Richelieu, qui se déroule après la mort du cardinal Richelieu, à l'époque du cardinal Mazarin, et qui va lui reformer un groupe de lames. Pas avec les mêmes lames,
mais qui va reformer un groupe de lames. J'ai pas spécialement envie de lire cette série. Je crois qu'il y a 7 tomes, mais qui sont très très courts. Ce sont des nouvelles, des novellas qui ont été publiées en version numérique de manière individuelle. Et il me semble qu'il y a une compile de 600 pages à peu près, avec les 7 nouvelles dedans. Mais je suis contente, en fait, avec la fin de cette trilogie. J'ai pas forcément envie de replonger dans l'univers, surtout si c'est pas pour retrouver les mêmes personnages. Parce que si ça avait été avec les mêmes personnages, j'aurais foncé direct. Mais là, on est sur d'autres personnages. Ça se passe quelques années après, des années après, je ne sais pas combien exactement, mais voilà, ça m'intéresse un peu moins. Je vous conseille vraiment de tout cœur cette série si vous aimez les dragons, si vous aimez la période historique, si vous aimez les mousquetaires. Ça m'a fait sourire parce que le sujet de ce roman, c'est les lames du cardinal, mais ça se passe à l'époque des mousquetaires du roi. Donc, à un moment donné, même à plusieurs moments donnés, on a Tréville qui apparaît, on parle de Athos, Porthos, d'Artagnan, Aramis, si j'ai un doute maintenant, je me demande si on en parle à un moment donné, je crois que oui. Les petits clins d'œil, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série. C'est une réussite pour ce premier vlog de série et je suis contente de l'avoir mené jusqu'au bout et surtout je suis contente d'avoir découvert un univers aussi riche et intéressant et je ne doutais pas du talent de l'auteur ayant déjà lu un de ses titres précédemment. Mais du coup j'ai hâte d'en découvrir un peu plus et de me replonger dans son écriture avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la série que je vous ai présentée aujourd'hui, ces derniers jours, vous intéresse, si vous l'avez déjà lu et surtout ce que vous en avez pensé. Le prochain vlog de série que je vous propose de découvrir au mois de mars, il me semble, ce sera sur Les larmes rouges de Georgia Caldera. Vous l'avez vu dans ma palle des cartes du mois de février. Donc, univers différent, on est toujours sur de la fantasy au sens large. Et j'ai hâte parce que je pense qu'on va parler de vampires, même si j'ai un petit doute. Le vampire étant ma créature fantastique favorite. J'ai très hâte. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!